Bonjour Roland Wardenegga. Donc vous êtes aujourd'hui membre de l'Académie de technologie. Vous avez été président des anciens élèves d'arts et métiers, hein, c'est comme ça. Des ingénieurs arts et métiers, oui. Des ingénieurs arts et métiers. Et surtout, vous avez fait 40 ans, peut-être vous êtes une des personnes en France qui connaît le mieux l'automobile, puisque vous avez commencé chez Peugeot, quasiment en tant qu'ouvrier, oui. Et vous finirez président. Donc, pendant ce parcours, qu'est-ce qui vous a marqué et quels sont les points que vous aimeriez qu'on creuse dans cette seconde vidéo ? Alors, ce qui m'a marqué, d'abord, c'est le développement considérable des clients, de la production, du nombre de voitures produites dans une mondialisation. Et comme je l'ai dit, il faut produire sur place, là où on veut vendre, et on ne peut plus exporter de la France. Donc, la concurrence mondiale a beaucoup augmenté. Avant, on distribuait presque les voitures. On se rappelle Citroën, il fallait payer sa voiture 2 ans à l'avance pour être sûr de l'avoir. Aujourd'hui, c'est plus ça du tout. Aujourd'hui, il n'y a qu'à regarder les publicités qui sont faites sur les voitures, à la télévision et ailleurs, montrent que tous les constructeurs ont du mal à vendre leur voiture et il y a beaucoup de surcapacité automobile. Et de combien cette surcapacité, pour donner une idée 10%, 20%, 30%, 50% Selon les marques, c'est pas vrai pour tout le monde. Selon les marques, ça peut aller à 20-25% de surcapacité, avec des usines qui ferment. Et alors, aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez, vous qui avez suivi toute cette histoire très particulière de la mobilité, qu'est-ce que vous pensez de la voiture autonome, de la voiture qui se conduit toute seule? Est-ce que ça va advenir? Et comment vous voyez les choses, puisque en tant que membre de l'Institut des technologies, vous devez y réfléchir. Oui, oui, absolument. Alors, on va régulièrement, et depuis déjà un certain temps, vers certains automatismes et certaines autonomies dans la conduite. C'est beaucoup une aide à la conduite. Alors, entre cela, l'aide à la conduite, c'est-à-dire le suivi de fil sur le périphérique ou en ville, où la voiture le fait toute seule, ça existe déjà. Et c'est très agréable, parce que, bon, elle s'arrête, elle avance, elle s'arrête. Moi, j'ai fait un Paris-Lyon avec une voiture qui a un radar à l'avant, sans jamais toucher le frein et l'accélérateur. Bon. Oui, on tient le volant. On tient le volant et on tourne le volant, voilà. Il y a des radars qui s'arrêtent devant la voiture, enfin après derrière la voiture. Ça, c'est quelque chose qui va se produire. Après, on va beaucoup plus loin. Maintenant, on a des voitures, je ne vais pas citer de marque, qui, entre le GPS et puis l'autonomie de la voiture, vous pouvez descendre de Val d'Isère jusqu'en bas sans toucher le volant. Ça tourne tout seul. C'est très pénible, très désagréable pour le constructeur. Il y a une voiture de grande série. Pour le conducteur ou le constructeur? Le conducteur. Le conducteur. C'est très pénible parce que c'est pas les mêmes réactions que l'on aurait. Donc on a envie de tourner le volant, donc c'est pas évident. Si une grande marque premium vient de lancer sa voiture haut de gamme, et c'est une option, donc cette conduite autonome, relativement autonome, qui est formellement déconseillée par tous les journalistes qui l'ont essayé. C'est très pénible. Mais bon... Oui, parce qu'en fait, aujourd'hui, avec la loi, la manière de tourner les choses, c'est de dire la voiture va vous conduire, mais vous devez rester vigilant pour être réellement conducteur. Alors, vous êtes conducteur sans être conducteur, donc c'est un peu étrange. C'est un peu étrange. Donc, moi, je ne crois pas trop à la conduite totalement autonome où on retourne le siège pour jouer aux cartes avec les passagers à l'arrière. Je pense que c'est pas évident. Alors, ça peut se faire sur des petits trajets en ville, sans doute, avec des voitures sans chauffeur, des voitures électriques sans chauffeur. Mais je ne crois pas trop à cela parce qu'il faut quand même... il y a des raisons de sécurité. D'abord, la loi l'interdit, ça, aujourd'hui. Mais il y a par contre des dizaines de milliers de kilomètres qui sont faits comme ça, ou même des centaines de milliers de kilomètres qui sont faits comme ça par toutes les marques automobiles, pratiquement. En test. Bon, après, quel est l'intérêt des gens? Et en 1960, on disait, en l'an 2000, les voitures, elles seront des voitures volantes. Bon, on n'en est pas là. Donc dire, demain, toutes les voitures vont rouler toutes seules, c'est pas évident. Par contre, l'assistance, les automatismes, l'autonomie, le principal avantage, c'est que ça va réduire le nombre d'accidents. 85% des accidents de la route sont liés
à des erreurs de l'homme. Il est clair que là, les accidents vont diminuer. Si on prend par exemple aux États-Unis, il y a 4,5 millions de conducteurs de camions qui roulent pendant des dizaines d'heures, Israël, ils sont 3 ou 4. Pour traverser tous les États-Unis, c'est clair que demain, ça pourrait être autonome, avec des gares où les camions vont arriver, ils ne roulent pas très vite, à 70 km/h, etc. Donc, il y aura des endroits où c'est possible. Mais pour le touriste moyen, ce n'est pas totalement évident, même s'il y aura beaucoup d'aide. Voilà. Alors là, on est en train de parler d'un sujet majeur, puisque, en quelque sorte, le principal emploi des humains aujourd'hui, je le lisais dans une étude importante sur la question du futur du travail, c'est conduire un véhicule. Alors, soit conduire un bus, soit conduire une voiture privée, soit être taxi, soit, comme vous le disiez, conduire un camion. Or, potentiellement, dans les 10-15 ans, tous ces emplois peuvent disparaître. Comment vous voyez cette question? Et est-ce que ça ne va pas créer aussi peut-être un autre marché, un peu comme on l'a vu dans les montres à quartz qui ont créé un vrai intérêt pour les montres de collection? C'est-à-dire qu'au même moment où on voit apparaître des voitures évidemment complètement autonomes, on voit apparaître un intérêt croissant pour les vieilles voitures. Donc c'est assez étrange. Oui. Ce que vous soulevez là est une vraie question. Une vraie question. On dit qu'il pourrait y avoir, mais des études de cabinets mondiaux assez sérieux, il pourrait y avoir la moitié des emplois en logistique qui disparaîtraient. En France, c'est 250 000 qui pourraient disparaître sur 450 000 ou 500 000. Je crois qu'il faut faire attention de ne pas céder à une mode. Quand on voit des petits bus électriques sans chauffeur, pourquoi ? Alors ça dépend, quel est le coût de cette autonomie. Mais s'il faut que la route soit balisée, qu'il y ait un radar au-dessus à 100 000 euros, hein, le radar de Google, c'était 100 000 euros. Il faut bien regarder la rentabilité avant de détruire des emplois. On regrette souvent que certains emplois aient été détruits. Par exemple, dans les bus, on regrette qu'il n'y ait pas quelqu'un à côté du chauffeur de bus quand il y a des élèves et des enfants qui sont derrière. Donc il faut faire attention. Il y a des pays où on ne peut pas faire de développement si on ne tient pas compte de cela. Donc il y a un engouement aujourd'hui pour dire la robotique, la cobotique, la robotique humanoïde qui vont supprimer des emplois. Il faut faire attention sur la rentabilité de tout cela et l'intérêt social, c'est-à-dire le coût global social. Parce que si c'est pour mettre des gens au chômage, systématiquement, c'est pas évident. Alors on dit que ça va créer effectivement d'autres emplois, c'est évident. Mais il y a une transition qui va être assez difficile. Donc il faut être, je pense, assez mesuré dans ce qui est fait. Oui, peut-être que les conducteurs de bus vont, au lieu de conduire le bus, apporter le thé aux passagers du bus. Oui, exactement. Par exemple, c'est-à-dire augmenter la dimension relation humaine à l'intérieur du bus. Et éviter des problèmes humains dans le bus. Donc il faut être modéré, sans regretter les points sonores du métro, il faut être modéré sur ces questions-là. Et il ne faut pas non plus... parce que le problème, c'est qu'on va détruire des emplois du milieu. Et donc il ne restera que des emplois vraiment de base, et puis ceux qui conçoivent les logiciels au-dessus. Et ça pose quand même un problème. La vraie question, à l'Académie des technologies qu'on se pose, c'est est-ce qu'on va recréer, certainement dans 10 ou 15 ans, parce qu'il y aura bien d'autres besoins qui vont apparaître, mais dans un premier temps, on va descendre dans la courbe avec une destruction d'emplois assez forte, et une création qui peut n'arriver qu'après. La fameuse destruction créative. Merci beaucoup Henri pour cet éclairage extrêmement important sur un enjeu majeur du monde contemporain qui est la mobilité du futur, les emplois et le futur de l'industrie automobile. Alors, sur la mobilité, Michel, ce qu'il faut quand même dire, c'est que le besoin de mobilité va continuer à croître. Si vous voulez, quand on regarde en prospective, on a toujours une connaissance des besoins. On sait que le besoin de mobilité, il va doubler, il va tripler dans les 10, 20, 30, 50 années qui viennent. Ce qu'on ne sait pas, c'est le moyen de satisfaire cette mobilité. Et donc, dans la prospective, on est sûr que la mobilité restera un besoin fondamental de l'homme, de la liberté, du déplacement, etc. Par contre, les moyens pour y arriver, il peut y avoir des modifications extrêmement profondes. C'est comme ça, d'ailleurs, que Peugeot a créé une société plus sur le mouvement, avec le vélo, même une trottinette électrique dans le coffre maintenant.
Et donc il y a plein de nouveaux modes qui vont arriver, mais la mobilité va se développer. D'une certaine manière, c'est très intéressant. On a traité avec Henri Conce précédemment dans une vidéo la question de l'énergie. Et la mobilité, c'est un peu pareil que l'énergie. C'est-à-dire que toute l'histoire humaine est marquée par l'augmentation de la mobilité. Il faut rappeler que tout de même l'animal humain est un des plus mobiles. C'est le seul animal, la seule espèce, en quelque sorte, à s'être adaptée à toutes les formes d'écosystèmes de la planète. C'est une des caractéristiques de l'humain. Et à travers une mobilité absolument étonnante. Et de même... l'histoire de l'humanité et d'ailleurs de la population humaine est complètement corrélée à l'usage de l'énergie qui va d'ailleurs été la mobilité et l'énergie sont été les deux éléments qui ont permis d'éradiquer la famine endémique qui limitait le développement de l'humanité. Merci beaucoup Roland et à très bientôt.